bienvenue dans ce nouvel épisode de Flair. On a décidé de coproduire avec BPI France dans le but de pouvoir faire découvrir des entrepreneurs, des artistes. Trouver un avocat relève du parcours du combattant. Il n'y a pas l'expertise. L'expertise est extrêmement difficile à obtenir. Le ridicule ne tue pas, il fait vendre. J'ai réalisé en fait à quel point l'IA avait complètement changé ma vie. On est bombardé de contenu à longueur de journée, en moyenne 1200 par jour. Nous, on se sert de l'IA pour entraîner de l'IA. C'est extrêmement intéressant d'utiliser l'IA pour automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. On était 45, on est passé à 20 salariés. ChatGPT nous a sauvés. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Flair. Je suis très content d'être là aujourd'hui. On était un petit peu excités avant de prendre la parole. Là, je vous vois tout calme alors que c'était pas du tout l'ambiance d'avant. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouvel épisode qui va être consacré à l'IA. Avant tout, je redéfinis et je vous réexplique ce qu'est Flair. C'est une émission, un talk show qu'on a décidé de coproduire avec BPI France et Com, mon agence de création de contenu. Et le but de ce talk show, c'est de parler d'entrepreneuriat, de parler de business, de faire découvrir des entrepreneurs, de partager un maximum d'infos, le tout dans un contexte et un cadre un peu plus créatif et qui sortent un peu du lot. On va parler d'IA, pas que, mais beaucoup. Je sens que vous êtes chaud. On va d'abord faire un petit tour de table. Je vais commencer à ma droite avec, messieurs, dames, Arnaud Toiti. Arnaud, tu es, la liste est longue, avocat tech avec plus de 10 ans d'expérience. Tu es focus à la fois en France et aux États-Unis. Tu accompagnes plutôt des startups. Tu es le fondateur du cabinet #Avocat qui accompagne des entrepreneurs sur leurs sujets qui sont liés à la fois sur les sujets liés au Web3 et à l'IA, mais aussi de manière générale un peu plus généraux, c'est ce que tu me disais. Et tu as plus de 33 000 abonnés sur LinkedIn. Est-ce que j'ai fait correctement le tour? Tout est OK. C'est vrai? C'est bon? Magnifique. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Réciproquement. Je continue le tour de table avec Nelly Meunier. Hello Nelly. Nelly. Oui. Nelly. Elle m'a envoyé une fiche comme ça, vraiment. Nelly, tu es cofondatrice de Freeway Team qui permet de te comparer à ta concurrence pour t'aider à prendre des bonnes décisions. J'ai vu que tu étais venu avec. Tu as aussi fondé le podcast Le Roller Coaster, podcast audio-vidéo qui est très cool. J'attends mon épisode d'ailleurs. Tu co-animes l'émission Parlons Business. Tu as plus de 30 000 membres. Tu as aussi, et moi je t'avais connu comme ça, cofondé Sunday que tu as revendu. Tu es entrepreneuse depuis l'âge de tes 16 ans. Tu as monté plus de 10 entreprises. La liste est longue. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Bon, comment tu vas Nelly? Ça va et toi? Très bien. Les C'est actus parti sont bonnes? Ouais, top. Ouais. C'est quoi l'actu du moment en ce moment? Freeway Team, on explose, C'est on vrai développe, on va en parler tout à l'heure. Magnifique. Pas que, aussi un peu d'IA, mais... Je continue le tour de table avec William Montagu. William, que je vois beaucoup en ce moment, le fondateur de Boku, startup qui importe le concept de toilette japonaise avec une technologie clé en main. Je suis absolument fan de ta communication qui est totalement décalée chez Pair, totalement en lien avec la manière dont on communique aussi chez Com, donc ça me parle. Boku, c'est avant tout aussi un mouvement qui est une entreprise qui essaie de ne pas contribuer, c'est même pas essaie qui ne contribue pas à la déforestation. Est-ce que c'est bon, la présentation? Ah, c'est excellent, c'est très bien. Ouais, t'as fait un clip de rap il y a peu aussi, j'ai vu sur les réseaux. Oui, alors oui, on a un petit problème juridique et du coup on se défend en faisant un clip de rap, à l'autre manière. C'est vrai, c'est comme ça que tu... après, c'est le pouls de Boku, c'est à chaque fois de communiquer de manière la plus décalée et créative possible. Absolument. Bon, trop bien. Et écoute, je suis très content d'avoir avec nous aujourd'hui. Et je termine ce tour de table avec, messieurs, dames, Cédric O'Neill. Alors que tu as décidé de t'applaudir. Tu avais un quart de seconde pour savoir. Plusieurs années des Français. C'est vrai. Cédric, tu es fondateur de Brix.co, une plateforme d'investissement participatif qui permet à un grand nombre de personnes de pouvoir investir. Ce qui m'a particulièrement choqué en vrai, c'est qu'après 18 mois, tu as fait une levée de fonds en seed où tu as levé plus de 20 millions d'euros et tu l'as fait auprès de tes clients qui ont pu investir à partir de 10 euros seulement. Et tu étais, tu me l'as dit juste avant, pharmacien avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu as passé le move de... Non, la question c'est qu'est-ce qui fait que je suis parti en pharmacie? Oui, avant de partir sur le niveau, c'est vrai. Et en vrai, true story, moi j'ai mon père qui décède à 18 ans. Je ne sais pas trop ce que je veux faire et donc je me dis il faut que je fasse des études de santé. Ouais. Mais j'ai pas du tout trouvé ma voie là-dedans. En tout cas, j'étais pas épanoui en allant bosser au quotidien. Et après, j'ai découvert l'immobilier et là, j'étais tellement à fond que je me suis dit il faut que je remonte une start-up là-dedans. Ok, c'est parfait que tu rebondisses là-dessus parce que en vrai, avant qu'on avance sur le premier format, j'ai envie qu'on fasse un petit tour de table sur le déclic, le moment où vous avez dit je vais commencer à entreprendre. Toi, du coup, ça a été le moment où tu t'es mis en pharma. Ça a été le déclic précis. Ça a été quoi? Quand tu t'es dit je veux pas être salarié, je veux monter ma boîte. Je pense que je me le dis depuis que j'ai 9 ans, tu vois. Je dois ressembler à Nelly par rapport à ça. Moi, milieu très modeste, et j'ai ma mère qui allait au secours catholique pour nous chercher plutôt de la nourriture et des fringues. Et donc, pas mal moqué dès le plus jeune âge. Et donc, ce système de la débrouille, tu vois, te pousse progressivement à avoir des réflexes un peu entrepreneuriaux. Et tu te dis, il faut que je monte des boîtes pour m'élever socialement.
Ok. Et donc voilà, très tôt, je me suis dit, je veux aller aux US, je veux créer des startups, je veux tout exploser. Je suis resté en France, à Montpellier, mais j'ai toujours envie de tout exploser. Bah, ce que tu fais, et j'adore. Ouais. Bon, bah, trop cool. Écoute, très beau déclic. Toi, Nelly, ça a été quoi le moment où tu t'es dit, vas-y, go entreprendre? Parce que tu as du coup commencé à l'âge de 16 ans aussi. Oui, à l'âge de 16 ans, je voulais déjà exporter un concept américain en France. C'est lequel? C'était Shake and Cheese. Ok. Voilà, c'est une restauration américaine hyper stylée. Et j'ai monté ma première boîte à 20 ans parce que moi, les études, c'était pas vraiment mon truc. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu entreprendre et j'ai créé une boîte pour aider les salariés à quitter leur boîte pour monter leur propre boîte. Donc, ça commençait Ah oui, bien. d'accord. Donc... Ok. Voilà, et c'était de fil en aiguille, c'était monter des projets. Il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent. C'est un peu, tu plantes des graines. Tu fais pousser certaines, tu arraches les mauvaises et c'est ma conception de l'entrepreneuriat. Ok, parce qu'il y a une conception qui est assez réelle et je pense qu'on partage. Donc toi, c'était vraiment le fait de se dire, les études collent pas, donc la solution alternative. Non, c'était vraiment inné, si tu veux. C'était un truc que tu ressentais. Ouais, toi. j'ai pas eu un déclic, quoi. C'est que par rapport à mes amis qui voulaient être docteur, médecin, etc., moi, c'était je veux être patron. Ok. Mais vraiment, hein. Ok, trop cool. Et toi, Arnaud, c'était quoi ton déclic? Alors du coup, moi, c'est un peu différent parce que comme je dis, je suis avocat, même si c'est une forme d'entrepreneuriat, avocat dans la tech. Bah, en fait, il y a eu deux déclics. Il y a eu un déclic tech et un déclic avocat, si tu veux. Ok. Le déclic tech, c'est quand j'ai 5-6 ans, on avait un piano à queue. Ma mère voulait impérativement que je fasse du piano. Et bon, quand tu as 5 ans, le piano, c'est pas forcément ta priorité du moment, tu vois. Et donc, je commence à voir, il y avait des pubs sur les ordinateurs, etc. Et je commence à négocier en mode, OK pour le piano, mais tu m'offres un ordinateur à côté. Ça commençait déjà la négo, okay. Voilà, j'étais déjà dans la négo, donc je commence et en fait, à partir de là, je deviens un geek de première catégorie comme j'ai toujours été, donc j'ai toujours adoré les nouvelles tech. Et pour l'avocature, ça s'est fait un peu plus tard, à l'adolescence. J'étais du genre à voir de l'injustice partout et à saouler tout le monde sur le sujet, si tu veux. Et on a eu une discussion avec ma mère et elle m'a dit, bah tiens, voilà un code civil pour ton anniversaire, amuse-toi avec. Et depuis, bah, finalement, tu vois, ça m'a travaillé et au final, j'ai fait des études de droit quelques années après. Trop stylé. Voilà. Ok, merci pour ton retour. Okay. Et toi, William, est-ce que la première boîte déjà, ça a été Boku ou pas? Ah oui, c'est ma première boîte Boku. Okay. Donc qu'est-ce qui fait que tu te dis, let's go les toilettes? Alors, il y a plein de choses qui me font dire ça, mais à la base, il faut savoir que moi, je suis designer. Donc moi, je suis un hyper créatif. Et je me dis, bon, créer, c'est bien, mais vendre, c'est encore mieux. Savoir vendre ce que tu crées, c'est encore mieux. Donc, je fais du marketing, et après ça, je fais du web design. Et là, Covid hit, le Covid arrive, toutes les boîtes sont un peu fermées, et je regarde autour de moi, et je vois qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui se montent, et je me dis, mais purée, mais les mecs sont nuls quand même. Et je me dis, attends, moi, je sais faire des produits, je sais marketer, je sais faire des sites, mais si je mets 10% d'énergie qu'ils peuvent mettre eux, mais je peux exploser le truc. Et je me dis, ok, go. Je dis non à un potentiel CDI que j'avais en stylisme, je prends mon chômage, le Covid, et go Boku. Okay. Et en fait, l'initiative de Boku, c'était pendant le Covid, du coup, pendant les pénuries de papier toilette. Je me dis, ok, concrètement, si demain, il n'y a plus de PQ, tu as deux solutions. Tu as le billet des grands-parents qui est gros, pas hyper sexy, voilà, personne n'a envie d'avoir ça dans ses chiottes, ou les toilettes japonaises à 4000 balles. Il faut être propriétaire, il faut faire des travaux, ça coûte une blinde. Et l'entre-deux, il est où? C'est les bouteilles d'eau, c'est quoi? C'est des douchettes pas sexy? Non. Et là, je me suis dit, en tant que designer, ça fait ch'ting. On a un truc très problème-solution en tant que designer. Je me suis dit, OK, il faut trouver une alternative facile à installer, qui coûte pas cher et qui peut pénétrer le marché facilement. Trop cool. Bah, écoutez, merci d'avoir partagé vos différents déclics. Avant de passer sur la découverte d'entrepreneurs, on va passer sur un format qui va parler d'actualité. Générique. Et sur ce prochain format donc de La Bonne Dose, on va parler d'actualité business et entrepreneuriale. Juste avant, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. C'est hyper important pour pouvoir vraiment imaginer ce format dans la durée. Je reviens à nos moutons. On va parler donc d'actualité avec Nathan Amram, qui est le CEO de Moon AI, qui est une IA qui est très stylée, qui décortique tous les contenus que tu mets sur les réseaux sociaux et qui te permet en fait de pouvoir comprendre quels sont les facteurs qui permettent de générer de l'engagement. Mais au-delà de ça, Nathan, c'est un mec qui m'a toujours fait rire. Messieurs, dames, Nathan Amram. Nathan, Absolument. Qu'est-ce que tu nous as contacté de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'IA. C'est un sujet sur lequel on traite énormément. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de créer une IA pour compter le nombre de fois où on dit le mot IA, pour vraiment mesurer l'impact que ça peut avoir. Mais non, plus sérieusement, en préparant cette chronique, j'ai réalisé en fait à quel point l'IA avait complètement changé ma vie. Et surtout en fait dans la manière où je travaille, où vraiment j'utilise l'intelligence artificielle pour vraiment tout. Mais je ne suis pas la pire des personnes sur ça. Il faut savoir, histoire vraie, qu'il y avait un jour un juge en Colombie qui a utilisé ChatGPT pour l'aider à rendre son verdict. Assez cocasse, j'espère que le verdict a été bon. Mais voilà, du moins une chose qui me fera vraiment toujours rire avec l'IA, c'est que ça a vraiment rendu l'humain beaucoup plus naïf.
C'est une technologie qui se développe tellement et qui va de plus en plus vite qu'un jour, si un entrepreneur vient me voir pour me dire qu'il a créé une IA qui est psychologue pour plantes, où il faut vraiment mettre son téléphone et là, la plante commence à parler de ses problèmes, moi, ma réaction, ça va être de lui dire « c'est fou, vraiment, le progrès, ça s'arrête jamais, quoi. C'est quoi la limite ?» Et ce qui est intéressant, c'est que la limite, on n'est vraiment pas près de la trouver. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, en France, on est déjà le 2e pays européen avec le plus d'entreprises autour de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs dans l'IA qui nous regardent aujourd'hui, moi, j'ai une liste d'idées à vous donner pour vous concentrer un peu plus dans l'IA. Moi, j'aimerais bien une IA qui est capable vraiment d'envoyer des légers électrochocs aux personnes qui me collent un peu trop dans le métro. Ça serait cool. C'est vrai que c'est pas vraiment une grosse priorité, donc si vous continuez à trouver des IA dans le domaine de l'écologie ou de la médecine, peut-être que le monde en a peut-être un peu plus besoin. C'est tout pour moi. Merci beaucoup Nathan. Merci. Au revoir. Au revoir Nathan. Bonne émission. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut. On va passer au prochain format, pardon. On va recevoir des entrepreneurs et entrepreneuses qui vont venir nous partager leurs projets. Alors, ça peut être des projets qui sont soit au démarrage, soit des boîtes qui font déjà pas mal de chiffre d'affaires. On a déjà reçu des entrepreneurs qui faisaient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'avoir 1 minute face caméra pour faire les fameux elevator pitch. À la suite de ça, soit il y a une problématique à laquelle vous allez essayer d'y répondre, et soit il n'y a pas de problématique et auquel cas on va juste rebondir. C'est le prochain format, j'envoie un petit générique. Sur ce prochain format, maintenant ou jamais, encore une fois, on va recevoir donc des entrepreneurs qui vont venir parler de leur projet. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous voulez participer aussi à ce format. Si jamais vous êtes en train de vous lancer et que vous avez envie de donner de la visibilité à votre projet, n'hésitez pas à nous écrire, à le mettre en commentaire. Je pense que Arnaud, tu vas kiffer le prochain invité, l'entrepreneur, parce qu'on va parler du secteur des avocats. On va recevoir Nassim, qui est le CEO et cofondateur de Deux Plano. Hello Nassim. Salut tout le monde. Déjà bien brandé, merci, exactement. Bonjour à toutes et à tous. Bon, t'es chaud? Salut. Écoute, prêt? on va le faire. T'as compris le format, 1 minute, face caméra, celle qui bouge pas. Tu te mets bien au centre. Ok, très bien. Let's go, ça va te jouer. Lorsque l'on fait face à un problème juridique, trouver un avocat adapté relève du parcours du combattant. On est perdu entre les recommandations de notre entourage, souvent inadaptées et source de grandes inégalités de réseau, et les milliers de profils que l'on peut trouver sur Internet sans que l'on puisse pour autant identifier avec certitude leur expertise. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Deux Plano, ce problème n'existe plus. Très concrètement, Deux Plano, c'est la première plateforme qui permet aux professionnels et particuliers de trouver en 3 clics les avocats dont l'expertise vérifiée matche parfaitement leurs besoins juridiques précis et de leur commander en ligne tout type de prestations à un prix transparent. Et alors comment on fait ça? Et bien, grâce à notre système de matching unique sur le marché qu'on a mis au point après 1 an de R&D avec nos avocats partenaires. Et en gros, aujourd'hui, il est impossible de se tromper d'avocat sur Deux Plano. Aujourd'hui, Deux Plano, c'est plus de 150 avocats dans toute la France qui couvrent plus de 200 niches d'expertise dans tous les domaines du droit. Et notre mission est très simple, rendre le conseil juridique de qualité très accessible et réinventer une relation client-avocat de proximité et efficace. Trop stylé, bravo. C'est juste avant de rebondir, Arnaud, je sens que tu boules là. Arnaud, là, il est... Franchement, déjà, bon, incroyable. C'est quoi les métriques peut-être un peu là, sur la boîte? Ça fait combien de temps, le CA? Ouais, alors on a lancé la boîte depuis janvier 2023, donc 1 an et demi. Et voilà, et on a un volume d'affaires qui augmente. On a fait x5 par rapport à l'année dernière. Donc c'est hyper encourageant pour la suite. Et il y a un vrai enjeu aussi d'éduquer aussi le marché, de faire savoir un peu notre savoir-faire. C'est important parce que les gens ont cette idée, ces préconceptions sur les avocats. Je sais que ça te parle beaucoup, Arnaud, mais ils sont là aussi pour conseiller, éviter de prendre les mauvaises décisions. Et souvent, ils ont des préjugés et c'est important aussi de démocratiser tout ça. Trop cool. J'ai plein de questions, mais Arnaud, vas-y, allez go, vas-y, lance-toi. Non, mais je bois tes paroles. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai sujet d'accessibilité au droit. En fait, en réalité, de manière générale et en France, il y a un vrai sujet d'accessibilité. Il y a des legal tech qui sont lancés, on le sait, depuis plus de 10 ans d'ailleurs maintenant, et qui ont démocratisé une certaine forme d'accès au droit. Après, il y a des gens qui ont besoin de conseils. Et d'avoir du coup ce type de plateforme-là qui arrive à créer vraiment un matching qui soit pertinent entre les justiciables et les avocats, on en a besoin en fait. Quelqu'un veut rebondir? Ou est-ce que tu as une problématique? Est-ce que tu as peut-être une problématique, toi, sur laquelle les chroniqueurs, chroniqueuses, les entrepreneurs pourraient... Ouais, carrément. Et puis il y a des super fondateurs en plus ici. Non, c'est important pour nous, on est dans un enjeu de notoriété, d'acquisition client. Donc nous, on a vraiment cet enjeu de créer cette marque forte, cette identité. Donc tous les conseils vraiment que vous pouvez avoir, franchement, ça pourrait beaucoup nous aider. Je pense que ce qui pourrait être bien, je ne sais pas si vous y avez certainement pensé, c'est d'avoir des entrepreneurs ambassadeurs qui testent la solution et qui puissent eux-mêmes faire le bouche à oreille via LinkedIn, etc. Je pense que ça atteste de la notoriété et du sérieux de ta solution parce que plus tu as d'entrepreneurs qui vont se servir de l'appli et ça va se propager hyper vite.
Parce que, Parce que c'est un vrai besoin. Hein. La répartition de ton chiffre d'affaires entre le B2B et le B2C, Aujourd'hui, c'est 80%, j'ai envie de dire B2B. Pourquoi encore plus. Et en plus, parce qu'en fait, les entrepreneurs n'ont pas beaucoup de temps. Ils doivent arbitrer vite et bien, et il y a une récurrence de besoins. Les gars, vous vouliez rebondir? Ouais, Cédric. Oui, c'est une volonté, cette répartition, et d'être plutôt sur du B2B et sur des entreprises, ou tu aimerais justement démocratiser et aller sur du particulier? Ouais, c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous, effectivement, on est focus sur le B2B parce que c'est hyper important, comme je disais, qu'il y a une récurrence de besoins, de bien les adresser, et puis ça rencontre bien notre proposition de valeur, d'être un peu le guichet unique, le méta-cabinet où à chaque fois tu vas trouver les bons experts. Et donc, cette récurrence-là nous a amené à travailler sur le B2B parce qu'ils sont plus exigeants, et puis même, les problématiques sont plus importantes. Moi, je trouve que c'est smart de commencer par le B2B parce que tu maîtrises et tu contrôles, parce que le B2C, après, si ça marche pas, ton trust pilote et compagnie, t'es ruiné. Là, au moins, tu maîtrises, tu peux affiner. Et peut-être juste pour terminer, William, toi, je suis preneur aussi d'avoir ton point de vue, notamment sur la communication, parce qu'on est sur un sujet qui à la fois doit s'adresser à des clients B2B pour avoir des nouveaux clients et en même temps tes avocats. Tu aurais des conseils, toi, William? Ouais, bien sûr. Déjà, j'avais déjà fait un tour sur ton site de Plano, et tu viens de faire remonter à la surface un truc hyper intéressant qui est le gain de temps, en fait. On a un avocat en 2 temps, 3 mouvements, et surtout le bon avocat. Parce qu'aujourd'hui, je suis quasiment certain que si on compare le trajet d'un particulier pour trouver un avocat, ensuite trouver le bon, s'il ne change pas, il perd du temps, il perd de l'argent. Et il y a un comparatif qui doit être démentiel que tu peux faire entre le démarchage classique, à mon avis, et un démarchage instantané avec de Plano. Maintenant, si j'avais un truc un peu activable, un peu plus à faire remonter, tu parlais de comment aller chercher plus de clients, on parle d'IA. Bon, moi, c'est ma première peur. Tu vois, je me dis, OK, l'IA va me juger ou je sais pas quoi, j'ai peur. Je pense que ça pourrait être intéressant pour crédibiliser encore plus tout ça, de collaborer avec des cabinets reconnus, français, où l'IA n'y a jamais mis les pieds. Et en fait, ils vont te permettre de fiabiliser ton projet en mode, on est backé par des gros qui ont confiance en nous. Et je pense qu'il y a toujours une touche d'humour à rajouter dans tout. Je passe mon temps à en parler. Et il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, parce que c'est un secteur qui est ancien. J'ai pas mémoire d'avoir vu une seule pub pour des avocats qui m'a fait marrer à mourir de rire. Donc ça veut dire que tu es à ça de pouvoir passer d'une communication un peu digitale sympa parce que tu es dans l'air du temps à un truc incroyable que personne n'a encore fait. Le ridicule ne tue pas, il fait vendre. Et ça, pour moi, c'est un truc qu'il faut garder en tête et c'est un bon moyen de faire la différence. Voilà. Bravo Nassim, franchement impressionnant pour 2 Plano. On pourra aller sur les réseaux et tout. Très bon pitch, le niveau était génial, merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous pour les conseils. Et puis, retrouvez-nous sur deplano.fr. Ça roule. Et au plaisir. Voilà. Merci à vous. Ciao Nassim, salut. Ciao. On va passer à la suite, à la prochaine entrepreneuse qui s'appelle Stéphanie, qui est la fondatrice de Ilo Hub. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Stéphanie, s'il vous plaît. Tout le monde a mis son t-shirt aujourd'hui, tout le monde est bien. Salut. Ça va et toi? Ouais, il manque la petite marche parce que je vais... Comme ça prend des pieds. Tu te mets au centre, tu peux regarder la caméra qui est fixe, et donc tu as 1 minute pour pitcher, et puis ensuite nous parler de ta problématique. C'est à toi. Alors, en fait, à Ilo Hub, on propose des parcours digitaux entièrement personnalisés pour permettre justement à des personnes de pouvoir développer des compétences dans les domaines de la GRC, donc gouvernance, risque et conformité en cybersécurité, résilience et intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a un constat qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dépendantes de la donnée et il y a un contexte légal et normatif qui se durcit. Et il n'y a pas l'expertise. L'expertise est extrêmement difficile à obtenir. Donc, l'idée d'Ilo Hub derrière, c'est de pouvoir rendre l'expertise beaucoup plus accessible pour permettre à ces entreprises de pouvoir répondre à leurs enjeux en payant beaucoup moins cher et en n'étant pas dépendants à des consultants pour justement leur mise en conformité. Bravo Stéphanie. Trop cool. Est-ce qu'il y a des questions qui pop? Est-ce que Stéphanie, tu as une problématique? Petite question, parce que moi je suis zéro aware, j'ai pas tout compris, en fait j'ai quasiment rien compris parce que je suis pas du tout au courant de tout ça. De quoi on parle exactement? C'est quoi cette histoire de conformité? J'ai besoin de alors si tu veux, je me permets, je tutoie. Yes. Si tu veux, tu as 2 possibilités. C'est qu'aujourd'hui, quand tu veux répondre à des besoins de protection de la donnée, tu vas soit faire appel à des experts techniques ou effectivement, dans le cadre du RGPD, tu vas faire à des experts avocats et juridiques. Le principe, c'est que globalement, ça va être des mécanismes qui vont être très ponctuels. À chaque fois qu'il y a une évolution dans ces réglementations, etc., à chaque fois, il va falloir que tu sollicites ces personnes-là. L'idée, c'est de permettre aux entreprises d'internaliser cette compétence. Et nous, on va plutôt former dans les C-level, c'est-à-dire qu'on va plutôt s'adresser à des C-level pour leur permettre de développer leurs compétences managériales et d'intégrer ces sujets-là directement dans la stratégie de l'entreprise et qu'ensuite, ça puisse se diffuser au niveau de l'organisation. Beaucoup plus clair. Merci. Bon, on va refaire le pitch alors. Très bien, des compléments d'infos, mais c'est cool, je suis d'accord. Concrètement, ça veut dire que tu as un organisme de formation sur... Pas que.
Pas que, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, l'idée, c'est vraiment des personnes, alors soit en reconversion professionnelle, soit en transition, mais des personnes aussi en difficulté d'insertion. On va penser notamment des personnes en situation de handicap, ou alors des personnes qui tout simplement veulent pouvoir avoir un complément de revenu. On va penser à des personnes qui arrivent à la retraite et qui n'ont pas suffisamment de moyens. Voilà, si ces personnes veulent faire ça, en fonction de leurs souhaits, soit salariat, soit freelance, on va les accompagner. Par le biais, effectivement, de monter en compétences. Donc là, on a un espace digital de formation, donc dans lequel on va proposer des formations en micro-learning, plein de capsules avec de l'adaptative learning. On va aussi leur proposer, pourquoi pas, des masterclass, donc plutôt des sessions live avec des experts. Et on peut aussi leur proposer une partie mentorat, donc vraiment les accompagner dans leur montée en compétences. Et puis en fonction de ce qu'ils veulent, ils ont 2 voies qui s'ouvrent à eux. Soit ils veulent recruter, on va les accompagner à trouver leur futur job de rêve, donc avec un principe de matching avec l'entreprise. Ils veulent s'installer en tant que freelance, on va les accompagner pour s'installer en tant que freelance et potentiellement proposer leur mission sur notre plateforme. Nous, moi, ça m'intéresse vachement par rapport à ce que je fais. Donc, nous, on a déployé une solution, une appli qui centralise tous les indicateurs de performance des startups, des sociétés. Donc, SIA, SEO, cybersécurité, IA. Et c'est du SWAS, donc Software with a Service. Donc, face à ça, on met des compétences en cyber, en IA, etc. pour accompagner les patrons de PME qui comprennent rien, qui ont plein d'outils partout. Nous, on a tout centralisé en une seule app. Et donc, du coup, il y a des sujets qu'on pourra évoquer clairement. Oui, carrément. Puisque moi, l'idée, c'est vraiment pas de s'intéresser à la technique. De la technique, il y en a déjà beaucoup. Il y a des gens qui font ça très, très bien. Nous, c'est vraiment la compétence organique. C'est ce qui manque aujourd'hui et c'est ce qui fait défaut dans les entreprises. On en reparle. C'est le but aussi de l'émission Flair, honnêtement, c'est créer des relations. Magnifique. Arnaud, est-ce que tu as envie de rebondir? Non, moi, ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans l'air du temps parce que, effectivement, comme tu le disais, la réglementation se renforce très fortement sur beaucoup de sujets. On parlait du Web3, on peut parler de l'IA Act, par exemple. Donc la réglementation en matière d'IA, où il y a des vraies normes, donc il y a de la réglementation, il y a de la cyber. C'est soit effectivement les boîtes se forment en interne, soit elles prennent des consultants externes, mais en tout cas c'est un sujet qui va être déterminant dans les années qui viennent, donc c'est très bien ton business. Je pense que le time to market, il est smart. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Stéphanie? C'est quoi les réseaux principaux sur lesquels tu es? LinkedIn. Ah, ok, il y en a un seul, c'est LinkedIn, ok. Exactement, LinkedIn, et puis après notre site internet, et puis le téléphone portable à l'ancienne. Aussi, c'est vrai que c'est bien aussi. Et écoute, mille merci Stéphanie à toi. Merci. On se retrouve très vite. Bravo pour ce projet. Merci beaucoup. Salut Stéphanie. À très vite. Trop cool, écoutez, merci d'avoir partagé un maximum d'infos. Nelly, tu vas pouvoir aussi connecter. On va passer au prochain format qui est le format coup de pouce. Générique s'il vous plaît. Dans ce prochain format, ça commence à copiner à droite à gauche là. Dans ce prochain format coup de pouce, on va recevoir un entrepreneur qui va nous partager un maximum de valeur sur un domaine d'expertise. Je ne peux pas mentir, je suis hyper content aujourd'hui puisque la personne qu'on va recevoir, c'est Ulrich Labbé, c'est le CEO et fondateur de Capsule, qui est l'une des boîtes du groupe Com, qui est expert en personal branding. Et aujourd'hui, il va nous partager les 4 conseils pour réussir son personal branding en 2024. Et pas que. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Ulrich, s'il vous plaît. C'est parti, let's go! Je peux pas faire mieux. Magnifique. Bonjour Ulrich, comment allez-vous? Ça va? Ça va et toi? Bon, Ulrich, trop content de Bonjour à te tous. aussi. Quels sont les conseils pour bien réussir notre personal branding en 2024? C'est à toi de jouer, mon Allez. Ulrich. Let's go. Merci. Moi aujourd'hui, je vais te donner 4 conseils pour réussir ton personal branding en 2024. Le premier conseil que je te donne, c'est être authentique. On est bombardé de contenu à longueur de journée, en moyenne 1200 par jour, ce qui est énorme. Il faut que tu puisses te démarquer. Pour ça, les audiences attendent que tu sois authentique, que tu puisses montrer ta vraie face et que tu puisses raconter des vraies histoires. Le deuxième conseil que je te donne, c'est avoir une ligne éditoriale claire. Pour ça, pose-toi une question relativement simple. Quels sont les sujets que j'aime discuter au quotidien sans effort? À partir de là, tu vas pouvoir avoir 3 thématiques et les utiliser en continu. Le troisième conseil que je te donne, c'est de diversifier les formats. Ici, grâce à ça, tu vas pouvoir élargir ton public et surtout adapte bien le message en fonction de la plateforme où tu le diffuses. Enfin, le dernier conseil que je te donne, c'est d'être créatif. Alors c'est peut-être le plus dur, mais ça va te permettre de pouvoir capter l'attention et de faire passer ton message. Aujourd'hui, faire de la vidéo, de la photo, c'est plus suffisant. Et notamment grâce aux outils IA, tu as un potentiel énorme à utiliser. En conclusion, le plus important, je pense que c'est de prendre du plaisir et surtout d'être fier du contenu que tu publies au quotidien sur les réseaux. Bravo Ulrich. Le CEO de Capsule que vous allez retrouver. Merci mon Ulrich. Merci. On se voit tout à l'heure au bureau. Merci beaucoup. On va passer à la suite. On va passer au dernier format déjà. Ça va être le gros du gros. J'espère que vous êtes encore chaud. Générique.
Pour ce dernier et prochain format, c'est le format Flairplay. Donc c'est le débat du jour. Aujourd'hui, on est en train de parler d'IA. On a partagé nos points de vue sur l'IA, mais de manière encore un petit peu sommaire. Là, on va rentrer un petit peu plus deep. Je vais vous annoncer quel est le débat, la problématique actuelle. Et je vous laisserai échanger. Le sujet du jour, c'est l'IA est-elle le nouvel allié des entrepreneurs ou non? Je vous laisse commencer à échanger. Nelly, vas-y là. Vas-y, Allez, let's go. Vas-y. Globalement, nous, ce qu'on fait en tant que jeune entreprise, on se sert de l'IA pour créer des datasets, pour entraîner de l'IA. Okay. C'est-à-dire qu'au début, quand tu crées ta société, tu n'as pas beaucoup de données. Et donc nous, là, ce qu'on a fait, c'est un conseil gratuit qui a de la valeur, c'est la donnée en fait. Donc dès le départ, tu crées une IA qui va entraîner, qui va créer de la donnée au fur et à mesure. Et l'IA, pour ça, accélère le fait de récupérer de plus en plus de données. Donc en fait, pour moi, c'est un accélérateur pour les entrepreneurs. Enfin, nous, en tout cas, chez Freeway Team, c'est ce qui nous permet de démultiplier le nombre de données et d'accélérer sur la croissance de l'entreprise. Ok. Pour moi, toi tu dis que c'est un accélérateur, alors je pense que ça dépend des niveaux. Pour moi, alors je suis un peu clivant, mais c'est plus destructeur qu'autre chose. En fait, c'est... je vais m'expliquer. C'est-à-dire que l'IA, c'est facilitant pour plein de choses. Mais à trop être facilitant, nous, on se rend en fait inutile quasiment. C'est-à-dire que demain, quand un entrepreneur veut se lancer, avec ChatGPT ou autre, on lui permet d'aller très vite, très loin. Mais si demain il n'y a plus de ChatGPT, en fait, on se rend compte que dans une discussion one-to-one ou sur un plateau comme ça, qu'est-ce que l'entrepreneur vaut vraiment? Et c'est encore plus délicat pour moi quand on utilise ChatGPT pour prendre des décisions qui sont stratégiques, qui se basent sur de la data pure et uniquement de la donnée, et pas sur un feeling, un ressenti humain qui est l'expérience. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que du coup, on ne forme plus de nouveaux entrepreneurs, on met juste des pions avec un outil qui fonctionne très 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 bien, mais qui par de jeunes entrepreneurs vont être utilisés à l'abus total, et qui derrière, ça va manquer de sens, ça va manquer de fond pour moi. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et c'est vrai que je te donne la parole, juste que c'était la même chose avec Internet, par exemple? Avec Internet, tu disais, il y a Internet, tout le monde va devenir fou, tout le monde va devenir flemmard. Est-ce que vous pensez pas que c'est juste des niveaux? Là, tu parles d'écart Non, parce que générationnel. Là. Internet te pondait pas des conclusions. Internet te donnait la data. Et l'IA, c'est data plus conclusion quand on parle de l'IA va être vieillissante dans 10 ans où tu diras, mais l'IA c'était pourri, regarde maintenant ce qu'on peut faire. De la même manière qu'Internet devient un peu... J'espère bien, dans 10 ans ça changera sans doute. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la fête à la saucisse. C'est comme Wikipédia à ses débuts, tu vois. Ouais. Tout le monde prenait ça pour base de référence alors que c'était pas du tout bon. Ouais. Non, mais ça se tient. Cédric, tu voulais... En fait, on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est un outil pour moi. Et c'est ceux qui sauront utiliser l'outil qui est l'intelligence artificielle, là, ChatGPT et d'autres modèles comme Mistral, si on reste français avec le chat, vont être capables d'aller 10 fois plus vite et d'être 10 fois plus productifs. Et ceux qui ne savent pas l'utiliser et qui l'utilisent mal en prenant bêtement pour argent comptant le compte rendu à la fin, vont être encore plus bêtes parce qu'ils vont te balancer des trucs qui n'ont ni queue ni tête et on en revient à des posts qui sont imbuvables sur LinkedIn parce qu'en fait, ils n'ont pas été retravaillés. Mais moi, je le vois vraiment comme un assistant virtuel, c'est-à-dire que nous, on a eu une grosse galère pendant 1 an, on a dû être arrêté, le temps d'avoir un agrément par l'autorité des marchés financiers. On a fait un gros plan de licenciement économique, on était 45, on est passé à 20 salariés. Donc il y a 60% de la masse salariale qui est partie, et pourtant, il fallait faire le même boulot. Ouais. ChatGPT nous a sauvés, c'est-à-dire que 6 mois plus tard, on était rentable avec une grosse rentabilité, et on fait exactement la même chose à 20 qu'à 45. Pourquoi? Parce qu'on a gardé les personnes les plus à même, je ne vais pas dire les plus compétentes, mais les plus à même en tout cas d'utiliser bien la techno à bon escient. Et on a automatisé un maximum de process dans l'analyse de nos dossiers d'investissement. Et c'est juste un outil qui nous permet de retranscrire ce qu'un humain ferait avec des process où l'IA va s'enchaîner sur différentes tâches. Après, on a des go, no go, mais c'est toujours à nous de vérifier que le boulot a bien été effectué derrière. Donc moi, je me dis, il y a 20 personnes qui utilisent l'IA. En fait, on est 60 dans la boîte parce que chacun est monté en compétences avec 2 stagiaires ou 2 personnes qui bossent en dessous et qui sont en train de fournir le contenu. Et après, c'est à toi, au-dessus, en chapeau, de vérifier ce qui a été réalisé. Et toi, hyper intéressante, toi Arnaud, typiquement, qui est dans un secteur qui se prête peut-être un petit peu moins à l'IA, comment tu perçois ça? Est-ce que selon toi, l'IA, c'est un indispensable pour n'importe quel entrepreneur ou non? En fait, je vais faire un peu la synthèse entre vous deux. C'est-à-dire que, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'à la fois, je pense que évidemment, c'est extrêmement intéressant d'utiliser l'IA, ne serait-ce que pour gagner du temps, pour automatiser des tâches qui sont des tâches à faible valeur ajoutée, parce que la réalité, c'est que ça s'adresse en premier lieu à ce type de situation-là. Cédric t'a donné un bon exemple. Quand tu fais une étude de tes dossiers, par exemple, concrètement, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser des consultants
à partir de l'instant où l'IA a déjà pré-mâché ce filtre, plutôt que de les faire travailler dès le départ. Je pense que c'est à la fois plus rentable, mais c'est également plus intéressant pour les consultants eux-mêmes par rapport au travail qu'ils vont réaliser. Donc je crois qu'il y a un alignement des intérêts qui me semble assez cohérent. En revanche, on est dans l'idée où l'IA assiste l'humain pour permettre à l'humain d'aller faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. En revanche, si on tombe dans ce que tu disais tout à l'heure, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire à partir de l'instant où l'IA va complètement remplacer d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va se dire finalement c'est un peu Dieu, on lui donne l'information et on prend ça pour argent comptant. Là, c'est extrêmement risqué effectivement, et là, ça peut créer de vrais problèmes. Donc, il faut trouver cet entre-deux en fait. Et pour vous, est-ce que vous avez des conseils pour des entrepreneurs pour lesquels l'IA vous a vraiment aidé, alors sans forcément avoir des conseils qui sont très spécifiques à vos industries, mais plutôt des trucs un peu macro. Donc typiquement, je prends un exemple très simple volontairement, je crée du contenu sur les réseaux, potentiellement avoir sourcé des idées, avoir quelques pistes créatives pour pouvoir m'aider à pouvoir créer du contenu. Est-ce que vous avez d'autres conseils que vous pouvez partager à des entrepreneurs avec vraiment l'IA que vous avez déjà travaillé? Tu viens de parler de pistes créatives. Du coup, mon conseil, c'est dès qu'on parle de créativité, c'est de ne pas mettre le pied dans l'IA. En tout cas, pour tout ce qui est l'étape de brainstorming, parce qu'encore une fois, j'en parlais plus tôt, l'IA se base sur ce qui a existé. Et si tu te bases pour créer quelque chose sur ce qui a existé, tu n'innoves pas, tu réchauffes. Et je suis sûr et certain que si moi j'avais proposé mes idées à ChatGPT autour de Boku pour les idées marketing, les vidéos et tout ça, il m'aurait dit « Ah, ça va pas le faire ». Parce qu'il regarde ce qui a fonctionné par le passé. Et si tu fais quelque chose qui n'a pas encore existé, ChatGPT il comprend rien, tu vois. Et il y a plein de coups à faire où en fait c'est des choses qui n'ont jamais été faites, qui sont vraiment très très clivantes, qui sur le papier c'est une très mauvaise idée et qui souvent sont les plus gros succès. Et dès qu'il s'agit de créativité, pour moi c'est là où il n'y a pas meilleur outil que le cerveau, que l'imagination. ChatGPT, l'IA n'imagine pas. Elle réchauffe, elle reformule. Donc dès qu'on parle de créativité, on se met dans une pièce avec de la musique, des potes, on réfléchit longtemps. C'est là qu'on finit par trouver des vraies idées. C'est quand le cerveau fatigue et qu'on a exploré tout ce qui était évident qu'on commence à innover. Et ça prend des heures. Donc pour moi, créativité de ChatGPT, non. T'aimes pas trop l'IA, toi. J'ai l'impression. Moi, je vais prendre le contre-pied de William. Je suis très content de vous avoir mis à côté. Nickel. Moi, je pense que la créativité, ça vient dans la capacité d'explorer d'autres industries qui ont déjà fait des choses et que tu vas pouvoir ramener dans ton secteur d'activité. Moi, j'ai toujours été un peu le pirate sur mes secteurs d'activité, à être sur des zones grises où il n'y a pas vraiment de législation pour faire ce que je suis en train de faire. Et la première innovation qu'on a eue chez Brix, c'était une innovation juridique qui était d'utiliser un contrat de royalties, donc un contrat de redevance en France qui est très utilisé par l'industrie pharmaceutique, qui n'existait pas du tout sur le secteur de l'immobilier. Donc on a juxtaposé un contrat qui existait dans une autre industrie sur de l'immobilier. Première des choses que je suis allé faire, c'est demander et poser des questions à ChatGPT, non pas pour avoir une réponse, mais pour challenger aussi mes propres croyances, pour brainstormer. Et ça m'a permis comme ça d'aller creuser l'information moi-même. Et en fait, il s'est avéré que c'était une très bonne idée. Ça nous a permis d'aller très vite sur le secteur et de prendre des parts de marché parce qu'on était dans un océan bleu. Donc moi, je m'en sers vraiment comme ça pour dire qu'est-ce qui existe dans d'autres secteurs d'industrie, comment je pourrais régler cette problématique par rapport à tout ce que tu vois à côté. Et c'est là que l'IA va être bonne parce qu'elle est capable de prendre une source de données très très importante, de synthétiser et de me faire des propositions. Je pense qu'il y a aussi un point qui est important si on a des entreprises qui nous écoutent, c'est qu'il y a un réflexe. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où on va réaliser une tâche plusieurs fois dans la journée, je pense qu'il faut avoir le réflexe de se dire comment on peut l'automatiser. Et je pense qu'on peut se servir de l'IA. D'ailleurs, l'IA, ce n'est pas forcément que de l'automatisation, ça va bien plus loin que ça, mais je pense qu'il va y avoir ce réflexe de se dire, OK, moi je fais ça, ou mes salariés font ça, comment est-ce que, à partir de l'instant où ils ont tendance à faire la même tâche répétitive plusieurs fois dans la journée, est-ce que j'ai un moyen de pouvoir l'automatiser? Ce qui est encore une fois un gain pour l'entreprise, en termes de productivité, forcément, mais aussi un gain pour la personne qui travaille, pour le salarié, parce que la réalité, c'est qu'à qui ça fait plaisir de faire 50 fois la même chose dans la journée? A priori, peu de gens. Donc, encore une fois, alignement des intérêts. De toute façon, c'est un peu comme tout. Il ne faut pas avoir une vision manichéenne de se dire l'IA c'est bien ou pas bien. Je pense de manière générale, il faut avoir un niveau de granularité et puis avoir nuancer un petit peu. Donc je trouve que c'est cool. Toi, Nelly, t'en penses quoi? Alors moi, pour contrebalancer aussi, désolé. Je suis avec toi, William, t'inquiète. Non, c'est le côté où il y a l'IA générative. Ouais. Nous, on travaille sur ça, c'est-à-dire que la vision de Freeway Team à terme, c'est qu'on anticipe les stratégies des entreprises. Donc on va avoir tellement de données qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, mais parce que nous, c'est notre cœur, c'est notre moteur en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, on va sur l'IA générative, c'est-à-dire qu'on sera en capacité, non pas d'aller dans le passé des données, mais de créer des nouvelles données en fait. Et donc, on n'est même plus sur le système de ChatGPT qui se nourrit du passé. C'est que nous, on crée des données grâce à l'IA. Donc, c'est la vision d'après. Très cool. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter sur ce débat ou pas?
Moi, il y a un truc que j'aimerais Ouais. beaucoup, Vas-y. c'est par exemple pour tout ce qui est de l'ordre de la création, qu'il y ait un vrai label avec ou sans IA. Parce que je pense qu'on va arriver à des niveaux qui sont tellement futuristiques qu'en fait, on n'arrivera quasiment plus à faire la différence au-delà du ressenti. Et ça va commencer à vraiment poser des problèmes pour ceux qui font encore les choses à la mano, on va dire. Et moi, si j'achète un tableau, si je vois un film, si je vois une pub, je veux savoir si c'était fait avec de l'IA ou pas. On va terminer là-dessus. Les amis, j'espère que vous avez apprécié Super. cet échange, cet épisode. Je vous invite à nous mettre des commentaires, à liker, à commenter, à vous abonner si jamais vous avez aimé l'épisode. On va terminer cet épisode avec une petite touche musicale, puisque avec BPI France, on a vraiment voulu mettre en avant des entrepreneurs, mais aussi des artistes. Donc du coup, il va y avoir une petite touche musicale pour terminer et clôturer cet épisode. Encore mille merci, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'applaudir toutes et tous. Et puis on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Flair. À très vite. J'en ai bavé, c'est ok, mais j'ai su trouver la clé. Des mauvais choix, j'en ai fait, trop de sensibilité. Faut sauver ce qu'il y a à sauver, laisser la vie décider. Avancer léger, léger, même s'il y a plus de contes de fées. J'y crois plus trop, même si je le cache, le vrai, le faux. Je refais le match, respire encore. J'aimerais encore, toujours plus fort. Même si je dois me tromper, l'avenir seul peut changer le passé. L'avenir seul peut changer le passé. Face à la glace, enfin se regarder, plus chercher à se cacher, car chacun vaut mieux que ça. L'avenir seul peut changer le passé. L'avenir seul peut changer le passé. J'écris ces mots pour quand ça n'ira pas, pour quand je serai plus moi. Je sais que je vaux mieux que ça. Des coups de fil jamais passés, sauf dans nos pensées. L'amour qu'on a laissé fuir, les amis qu'on a vu partir. On apprend à pardonner, même si ça prend des années. C'est que des conseils, c'est tout le monde pareil. Je te le dis parce qu'en vrai même moi, j'y crois plus trop. Même si je le cache, le vrai, le faux. Je refais le match, je respire encore. J'aimerais encore, toujours plus fort. Même si je dois me tromper, l'avenir seul peut changer le passé. L'avenir seul peut changer le passé. Face à la glace, enfin se regarder, plus chercher à se cacher, car chacun vaut mieux que ça. L'avenir seul peut changer le passé. L'avenir seul peut changer le passé. J'écris ces mots pour quand ça n'ira pas, pour quand je serai plus moi. Je sais que je vaux mieux que ça, j'y crois plus trop. Même si je le cache, le vrai, le faux. Je refais le match, je respire encore. J'aimerais encore, toujours plus fort. Même si je dois me tromper, l'avenir peut changer qui on était. L'avenir peut changer ce qu'on pensait. L'avenir seul peut effacer l'usure. L'avenir seul peut guérir tes blessures. L'avenir peut transformer ton regard, le regard que tu poses sur ton histoire. J'écris ces mots pour quand ça n'ira pas, pour quand je serai plus moi. Je sais que je vaux mieux que ça. L'avenir seul peut changer le passé. L'avenir seul peut changer le passé. J'écris ces mots pour quand ça n'ira pas, pour qui tu seras plus tard. Tu sais que tu vaux mieux que ça.